Du coup, bonjour à tous. Hem, bon, je me présenterai juste après, et juste avant de commencer, je veux dire que j'ai été appelé hier soir pour faire le truc, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour répéter. Je vais essayer d'être clair, mais c'est possible qu'il y ait du cafouillage et que j'ai loupé des trucs dans mes explications. Donc faut pas hésiter, de toute façon, il y aura des temps de questions et faudra pas hésiter à demander. Du coup, on va faire un peu de HIP exploitation. Donc l'objectif de la présentation, c'est qu'à la fin, vous sachiez globalement comment fonctionne la HIP sous Linux et que vous sachiez repérer dans du code source, s'il y a un problème. Ça être un expert, je ne ferai pas de vous des experts, d'exploitation de HIP, mais au moins vous saurez, de quoi on parle. Donc je vais commencer par, me présenter très rapidement. Donc, moi c'est Paul ou, pseudo Dvorak. Donc, je fais principalement du, pawn, reverse hardware, et je suis, staff à l'association Acute, où du coup notre objectif c'est de, diffuser un peu la cybersécurité à qui veut venir. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous, poser des questions si jamais vous voulez suivre nos ateliers. On ne fait pas de la concurrence avec The Box, nous c'est vraiment plutôt orienté débutant et très très large dans la cyber. Euh, du coup, au sommaire de ce qu'on va faire aujourd'hui. La première heure, d'ailleurs je pense pas que ça dure une heure complète, ça va être sur comment fonctionne la HIP sur Linux. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un allocateur et comment elle fonctionne? Donc je pense que ça nous prendra, pas mal de temps et puis on fera une pause à ce moment-là pour essayer de digérer un peu tout ça et ensuite on verra un peu les 3 grands types de failles qui existent et on essaiera de faire des exploits d'exploitation. J'ai essayé d'en préparer quelques-uns, mais pourquoi pas en faire en live, on verra en fonction du temps qu'on a. Je vais essayer de suivre le chat au passage, mais c'est pareil, c'est pas simple à faire. Donc, déjà, rappel, on part de zéro. Donc, qu'est-ce que c'est que la HIP? Donc là, je me place dans le cadre d'une première année de cycle ingénieur ou je pense que d'une première année de licence d'info. Énoncier de l'exercice, on vous demande de coder en C, demandez à l'utilisateur la taille de sa chanson et écrivez tout ça en mémoire. Donc pour faire ça, on va avoir 2 méthodes, sûrement d'autres, mais là j'en vois 2 grandes méthodes. Donc la première, c'est la méthode que j'appellerais du bourrin, où on met un gros tableau dans la stack, on demande la taille à l'utilisateur, on vérifie si c'est pas trop grand par rapport à notre tableau, et puis on écrit dans notre tableau. Donc ça marche, mais on va avoir certaines limitations. La première, c'est que du coup, on définit la taille du tableau à l'avance, donc l'utilisateur est un peu bridé par rapport à ce qu'il peut faire. Le deuxième problème, ça va être qu'on définit la taille du tableau à l'avance et que du coup, là, on va faire un tableau de 4096, alors que ça se trouve, la chanson de l'utilisateur, elle fait 3 paroles. L'autre problème aussi, c'est que la stack, c'est vraiment pas fait pour stocker des grosses données. Justement, il y a un autre mécanisme qui est fait pour ça, qui est la HIP, donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, pour utiliser la HIP, du niveau de l'utilisateur, c'est hyper simple, on a juste à appeler la fonction malloc. Donc là, on appelle la fonction malloc, on lui donne la taille qu'on veut, et puis c'est magique, il se débrouille tout seul, il nous donne un morceau mémoire de la taille qu'on lui a demandé, si tout va bien. Du coup, grâce à ça, on a possibilité d'allouer dynamiquement de la mémoire, c'est facile d'utilisation, mais du coup, ça veut dire que il y a quand même du code derrière pour savoir à quel endroit on va aller chercher la mémoire, et notamment quand on va commencer à demander de la mémoire, en relâcher, en redemander, on va fragmenter un peu tout ça, et du coup, comme les parents qui faisaient la fragmentation à une époque, et du coup, il faut bien qu'on arrive à réassembler nos bouts de HIP, Donc, ça va être l'objectif d'aujourd'hui, de voir qu'est-ce qui se cache derrière cette fonction malloc qui est si simple à utiliser.
Alors ce qui se cache derrière le truc, c'est la heap. La heap, si on regarde au niveau de la mémoire du processus, on va retrouver tout en bas de la mémoire le code du programme. Donc là, c'est, ma fonction main, compilée en assembleur. Tout en haut, on va retrouver la stack. Donc, ça, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais c'est pareil, on a plein de méthodes, d'exploitation de la stack. On va retrouver le code de la libc, avec notamment à l'intérieur le code de la fonction, malloc et free. Et quelque part, en fonction de tout ça, on va retrouver la heap, qui est du coup une grosse zone mémoire gérée par la libc. Donc ça, c'était pour, grossièrement, qu'est-ce que c'est que la heap? Et maintenant, on va voir un peu comment on aurait pu faire si on n'avait pas la libc. Si on n'avait pas la libc, on a possibilité quand même d'allouer des gros morceaux de mémoire via l'appel système mmap. Donc mmap, il n'est pas si compliqué à utiliser, on lui donne l'adresse à laquelle on veut mettre notre mémoire et on lui donne la taille. Donc le noyau, il va s'occuper de mapper toute cette région de mémoire, et du coup elle va être vide et on va pouvoir écrire et lire dedans. Donc une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir créer un bloc de mémoire. Donc là, j'ai besoin d'un bloc de mémoire de 0x20, bah pof, je le mets à l'intérieur de ma grosse zone mémoire. J'en ai besoin d'encore un autre, bon bah pas de souci, je le colle à la suite. Cette fois-ci, j'en ai besoin d'un autre un peu plus grand, pas de souci, il me reste de la place dans mon bloc. Maintenant, j'ai plus besoin de mon deuxième bloc, donc je peux le libérer. Hop, je le libère. Et là, on peut commencer à avoir une heap qui est fragmentée. Parce que là, si j'ai besoin d'un nouveau bloc de 0x40, et ben j'ai plus d'endroit où le stocker. Donc à partir de là, j'ai plusieurs possibilités. Soit je demande au noyau une nouvelle zone mémoire, soit je déplace mon bloc de 0x40 à côté du bloc de 0x20. Bon, il y a plusieurs choses qui sont faisables. Et donc, toute cette manipulation-là, c'est le rôle de l'allocateur mémoire. Et du coup, nous, on va voir aujourd'hui comment ça se passe pour Linux. Alors, on peut quand même se poser une question qui est pourquoi apprendre malloc? Donc à ça, j'ai deux réponses qui vont avec le titre de la présentation. La première, c'est que c'est toujours sympa de savoir ce qui se passe dans son PC, donc c'est la partie for fun. Et la deuxième, c'est que sur les binaires modernes, on commence à avoir tellement de protection que c'est compliqué d'avoir des Stack Overflow, et il y en a de moins en moins. Alors que des heap overflow, on en voit énormément. Dans les CVE, c'est ce qu'il y a le plus, à mon avis. Et du coup, c'est la partie end profit de la présentation et de pourquoi on va apprendre malloc. Ok, donc maintenant que j'ai dit tout ça, nous, on va parler donc d'un allocateur. Cet allocateur, c'est celui qui est dans la plupart des distributions Linux. Il s'appelle ptmalloc2, c'est son petit nom, et faut savoir qu'il en existe plein d'autres des allocateurs. Donc par exemple, il y a Google qui a développé le tcmalloc. Dans FreeBSD, ils ont leur JE-malloc. Le noyau Linux, il en a encore un autre qui s'appelle Slub. Donc pareil, chaque allocateur a ses avantages et ses inconvénients, parce que du coup, un allocateur peut privilégier la rapidité, un autre allocateur peut privilégier la place qu'il va prendre, et là notamment ptmalloc2, il va plutôt privilégier de ne pas prendre trop de place au détriment quelquefois de la rapidité. Donc ça y est, on est parti, j'espère que vous avez sorti les Doliprane parce que c'est là que ça attaque. Les structures importantes de la glibc, la première, ça va être la structure qu'on appelle l'ARENA, et donc c'est globalement une structure qui décrit le gros bloc mémoire qu'on avait quand on faisait un mmap tout à l'heure. Donc on verra un peu plus tout à l'heure les différents champs de ces structures-là qui nous intéressent. Et du coup, à l'intérieur de cette arena-là, on va avoir ce qu'on appelle des chunks, où du coup le chunk, c'est pas très compliqué, c'est juste la place que l'utilisateur a demandé, donc dans laquelle il va pouvoir mettre ses trucs, plus deux trucs de métadonnées.
Donc, dans les métadonnées, on va juste retrouver, un champ previews qui est la taille du bloc d'avant, mais là, on va pas en parler parce qu'il va pas beaucoup nous intéresser. Par contre, il y a le bloc le truc size qui permet de savoir quelle est la taille du chunk courant. Donc celui-là, il va être un peu plus intéressant. Alors bien sûr, quand malloc, il nous renvoie un pointeur, il nous renvoie un pointeur vers le user data. Mais par contre, l'Arena, elle garde en mémoire, où est-ce que se situe le chunk. Après, de toute façon, faire la conversion user data vers le chunk en lui-même, c'est pas très compliqué, il y a toujours que 2 valeurs devant. Donc ça, c'est un exemple avec un chunk et du coup, quand on va utiliser la mémoire, on va avoir plusieurs chunks J'ai et une donc question. là ouais, Est-ce que la HIP, elle est soumise à l'SLR ou pas? ouais, bien sûr et du coup, tu peux avoir des soucis avec ça, on verra tout à l'heure quand on a moyen de réécrire des pointeurs et bah, s'il y a la SLR, ça peut être un peu plus chiant. Donc ouais, ouais, c'est soumis à la SLR. L'ASLR, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, que du coup, à chaque exécution du programme, l'emplacement de la heap ne va pas être au même endroit. C'est randomisé à chaque fois et du coup, des fois c'est brute forçable en 32 bits, en 64 bits, c'est difficilement brute forçable. Donc c'est quand même une belle sécurité. Donc, là, ça c'était pour les structures importantes. Donc on n'a que 2 structures qui sont importantes, donc finalement ça fait pas si mal à la tête. Là j'ai remis le lien vers le code source de la libc sur Linux, parce que du coup, là on va pas en voir, mais quand on commence à faire de la heap, on a souvent besoin d'aller voir les sources, parce que, il y a des protections qui ont été activées dans certaines versions de heap et pas dans d'autres. Du coup, c'est toujours intéressant de savoir lire du code source et de savoir où aller le chercher. Donc maintenant, on va pouvoir aller regarder ce que c'est que ce que contient notre structure Arena. Parce que là, dans mon schéma juste avant, il y a des chunks qui sont apparus comme par magie. Pour l'instant, on va faire abstraction de comment ils sont apparus. On va juste dire qu'on a appelé malloc, les chunks sont apparus et on peut les utiliser. Maintenant, ces chunks-là, j'en ai plus besoin. Donc, je vais appeler free, et free, l'algorithme de free va s'occuper de libérer la mémoire et va essayer de garder en mémoire où est-ce que sont les chunks libérés pour pouvoir nous les redonner un peu plus tard. Et justement, pour pouvoir faire ça, à chaque fois qu'on va free un bloc, il va le foutre dans une poubelle. Donc la structure Arena, les champs qui sont les plus intéressants, c'est les champs poubelles, où du coup on a plusieurs types de poubelles, et chaque poubelle a son utilité. Donc la poubelle qui est utilisée en priorité s'appelle le T-cache. C'est une poubelle où dedans je peux mettre des chunks de n'importe quelle taille. Par contre, pour chaque taille de chunk, j'ai le droit d'en mettre que 7. L'objectif, c'est que ça aille très vite, que je puisse mettre un chunk, en enlever un très rapidement, mais du coup, je peux en mettre que 7. Ensuite, on a une autre poubelle qui s'appelle la fast bin, où là, cette fois-ci, je peux mettre autant de chunks que je veux, mais par contre, j'ai la fast bin, elle peut que avoir des chunks de taille 0x20, 0x30, jusqu'à 0x80. Là, la fast bin, l'objectif, c'est de garder que des petits morceaux, parce que c'est souvent ce qu'on a besoin le plus quand on utilise la heap, c'est plein de petits morceaux. Donc là, l'objectif de la fast bin, c'est de pouvoir collecter un peu tous ces petits morceaux ensemble. Et si notre T-cache est déjà rempli et que notre chunk est trop gros pour aller dans la fast bin, et ben on met ça dans la unsorted bin et puis on verra ça plus tard. La unsorted bin, elle récupère tout le bordel à la fin et puis on triera ça plus tard si c'est des gros chunks ou des petits chunks, mais là on va pas beaucoup voir ça aujourd'hui. Le dernier champ qui est intéressant dans la structure Arena, on appelle ça le top pointer. C'est juste un pointeur qui pointe vers le haut de la heap, vers jusqu'à où on a alloué des chunks. Donc on verra tout à l'heure que
l'objectif de l'allocateur là, dans le cadre de Linux, c'est d'éviter de bouger ce pointeur-là et d'utiliser le maximum de la heap qu'on a déjà utilisé. Du coup, c'est le dernier truc qui nous manque et après on aura tout ce qu'il nous faut pour pouvoir, exploiter la heap. Le dernier truc qui nous manque, c'est de savoir comment fonctionnent les poubelles. Les poubelles, ça va vous rappeler des bons cours d'algorithmique, c'est des listes chaînées. Donc, la structure ARENA, elle a son tableau de fast-bin, et donc là, on va commencer par les fast-bin parce que c'est le plus simple. Et donc, si on se dit que ces chunks-là, c'est des chunks 0x20, donc dans la poubelle 0x20, on va avoir un pointeur vers le premier chunk fast-bin. Si jamais on a un autre chunk en fast-bin, et bah du coup, il va pointer vers le prochain. Comment est-ce qu'il fait pour pointer vers le prochain? Et bah c'est tout simple, on rajoute un pointeur à l'intérieur. Et où est-ce qu'il est ce pointeur? Et bah ce qui est intéressant, c'est que ce pointeur, il se trouve dans les user data. Donc, parce que du coup, là, quand on a fait un free de notre chunk, ça veut dire qu'on n'en a plus besoin, donc malloc peut écrire des trucs dedans, c'est pas un souci. Et donc, au tout début de la user data, il va écrire un pointeur vers le prochain chunk. Donc s'il n'y a pas de prochain chunk, il écrit 0 dedans, mais s'il y a un prochain chunk, il écrit son adresse. Et donc là déjà, on commence à voir une première vulnérabilité, qui est que si jamais je fais un free d'un chunk, mais que je garde quand même le pointeur, si je lis ce que j'ai à l'intérieur de mon chunk, et j'ai un pointeur vers le prochain chunk. Donc, si jamais j'ai la SLR d'activer, j'ai possibilité de savoir quelle une adresse dans la heap, donc de recalculer la heap. Donc, cette technique-là, grâce à ça, on a possibilité de faire un leak de la heap, et donc ça pourra nous servir derrière pour calculer des offsets ou plein de trucs comme ça. Donc ça, c'est pour les fast-bin. Maintenant, on va voir le Tcache, et on va voir que le Tcache est globalement la même chose que les fast-bin. Le Tcache, c'est globalement la même chose, la seule différence, c'est qu'au lieu que les pointeurs ils pointent vers le début du chunk, et ils pointent vers le début de la user data. C'est la seule différence. Et du coup, on a aussi bien le FD qui pointe vers le prochain chunk, et de la même manière, si on fait un free et qu'on garde le pointeur vers notre chunk, on a possibilité de faire un leak et de récupérer ce pointeur-là. Et ensuite, la dernière poubelle, c'est la unsorted bin et la small bin et la large bin. Les trois fonctionnent de la même manière. Et là, c'est des listes doublement chaînées. Donc, les flèches rouges, c'est les mêmes qu'on avait en fast bin. Donc, dans la unsorted bin, on a un pointeur vers le premier chunk. On a notre champ FD qui pointe vers le prochain chunk. Mais là, cette fois-ci, on a un pointeur en plus. Juste après FD, on a BK pour backward, qui permet de revenir en arrière. Donc là, ça veut dire que si on commence à manipuler un peu les métadonnées, il va commencer à falloir faire attention à ce qu'on fait. Parce que là, notamment, la libc, elle va commencer à faire pas mal de checks. Par exemple, elle va faire un check si pour un chunk, elle va regarder si elle va vers le prochain et si elle revient, est-ce qu'elle est retombée sur le même chunk. Si c'est pas le cas, ça va mal se passer, il y a de bonnes chances qu'elle segfault. Mais du coup, ça nous apporte quand même un deuxième point positif, qui est que pour ce chunk-là, BK pointe vers la struct arena. Et où est-ce qu'elle est la struct arena? Elle est dans le code de la libc. Donc, si on a comme tout à l'heure un chunk qu'on a free et où on a gardé le pointeur, si on regarde ce qu'on a à l'intérieur, on a un pointeur vers la libc. Donc là, grâce à ça, on va pouvoir avoir un leak de la libc directement. Toujours pareil, si on a la SLR, c'est hyper pratique d'avoir un leak de la libc pour pouvoir ensuite calculer l'offset jusqu'à la fonction système, la plupart du temps.
Donc là, c'est globalement toutes les structures dont on a besoin et comment fonctionne la libc. À partir de ça, on va pouvoir commencer à faire des exploitations si le programmeur a fait un peu de la merde. Voilà, maintenant qu'on a vu comment tout ça fonctionne, on va regarder quand je free un chunk, dans quelle poubelle il tombe. Quand je free un chunk, s'il reste de la place en Tcache, il va en Tcache. Aussi simple que ça. S'il n'y a plus de place en Tcache, pour rappel le Tcache, on peut en mettre que 7 pour chaque taille, il va tomber en fast bin. Si possible, parce que c'est pareil, le fast bin, il y a une contrainte, il ne peut pas être trop gros. S'il n'y a plus de place en Tcache et qu'il est trop gros pour aller en fast bin, il y a encore un cas possible qui est s'il était vraiment très gros, il a été mmap, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Ensuite, dans l'algorithme, la libc va vérifier si, parmi le chunk que je suis en train de free, est-ce qu'il y a un autre chunk non utilisé à gauche ou à droite? Si oui, il va consolider les deux, et du coup, ça fera que un chunk plus gros. Et une fois qu'il a fait sa consolidation, il envoie tout ça en unsorted bin, et il recule le top pointer si c'est possible. Est-ce que ça répond à ta question? Exactement, merci. Ah, c'est cool. Ok. Et du coup, maintenant qu'on a vu un peu comment on fait pour remplir nos poubelles, il va être temps de savoir comment on fait pour les vider. Et c'est l'algo pour malloc. Donc pour malloc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait pour free. Dès qu'on demande à malloc de malloc une taille précise, on va vérifier si pour cette taille-là, on en a un en tcache qui nous reste. Si oui, on le prend, et puis voilà. S'il n'y en a pas en tcache, on vérifie si le bloc est vraiment très très grand. Si on demande une très très grosse taille, j'ai plus la taille de tête, faudra aller voir dans le code source, et on va faire un mmap directement. Par contre, s'il n'est pas si grand que ça, on va aller vérifier si en fast bin, il nous reste des chunks de cette taille-là. Si on n'en a pas, on va aller vérifier en small bin s'il y a des chunks qui pourraient correspondre. Et si on n'en a pas, on va virer tout ce qu'on a en fast bin, on va faire de la consolidation sur tout le monde, et à partir de là, on va réussir à trouver un bloc, un chunk qui va bien. Il peut quand même y avoir des cas où on n'arrive pas à trouver. Par exemple, quand le programme vient de commencer et qu'on fait un malloc pour la toute première fois, toutes nos poubelles elles sont vides, donc on va arriver à la dernière case, il n'y a rien de dispo, donc on déplace le top pointer. Et du coup, voilà, c'est globalement comment est-ce que malloc fait pour remplir et vider ses poubelles. Et je crois que la suite, c'est l'exploitation. Ouais, c'est ça, c'est les attaques sur la heap. Du coup, je sais pas combien de temps j'ai duré, mais là, si vous avez des questions, c'est le moment. Et puis ensuite, je pense qu'on fera une pause. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Tout à fait. Donc le top pointer, en fait, c'est la situation du pauvre. Quand il sait pas, on met tout à la fin, quoi. Ouais, de toute façon, si je reprends mon truc de base, tac, tac, tac. Là, imaginons que j'ai pas mon chunk. Mon top pointer, il est ici. Le top pointer, il est égal au début de ma plage d'adresse disponible. Au début, je suis obligé de déplacer mon top pointer parce que j'ai pas de mémoire possible. Donc ouais, et en plus dans la philosophie de l'allocateur sur Linux, il essaye de déplacer au minimum le top pointer et d'utiliser tous les chunks qui sont déjà présents. Là où d'autres allocateurs pourraient déplacer beaucoup plus facilement le top pointer, mais du coup on se retrouve avec de la mémoire qui est un peu plus fragmentée. Merci. Bon, j'aurais peut-être un truc, mais bon, je sais pas. Ouais, si, carrément. Est-ce que tu aurais un schéma qui représente en fait tout ce qui est encapsulé, peut-être, pour mieux voir? Parce que je trouve que ça reste pour moi encore un peu flou, la manière dont c'est encapsulé. Avec le Alors chunk, qu'est-ce que tu l'arena, appelles etc. encapsulé? Genre le chunk, l'arena, où c'est situé en fait, avec les poubelles, etc. Je sais pas si ça Ouais. existe ou. Et du coup, je peux le faire en pratique, ça sera peut-être un peu plus clair, parce Ok. que les outils sont quand même assez visuels. D'accord, ok, merci. Hop, du coup, on va virer tout ça, et on va se mettre... par contre, je pense qu'il va falloir que je grossisse.
Ah oui, alors les trucs de debug sur PwnDBG, on va s'amuser avec le grossissement, mais on va voir comment ça se passe. On va se faire un truc temporaire et on va aller coder dedans. Donc, on va faire un if 1.c. C majuscule, il va peut-être gueuler, on va le mettre en C minuscule. On sait jamais. Pareil, on va grossir. Du coup, alors, ce que je fais, moi, de temps en temps, pour vérifier les théories, voir comment ça se passe, et bah, c'est de manipuler un peu tout ça, de ensuite lancer tout ça dans GDB, et ça se passe quand même pas trop mal. Donc, si ah. Ah, bah c'est pas possible, ce soir, je vais avoir du mal à écrire. Hop. H. Et donc là, on peut aller appeler directement malloc et free et voir ce que ça nous donne. Donc là déjà, qu'est-ce qu'on pourrait vérifier comme théorie? On pourrait vérifier la théorie du on n'a que 7 chunks en Tcache pour chaque taille, et ça permettra de voir un peu où est-ce que tous ces pointeurs sont stockés et tout ça, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc tout simple, on va faire une boucle i égale 0, i inférieur à 8, i plus, ou du coup on va juste faire un, faut que je me crée un tableau, table de i égale malloc de 0x20, on va les faire pas trop grands, comme ça le dernier va se retrouver en fastbin. Donc je vais me faire un void étoile tab de 10, comme ça on a de la place. Et une fois que j'ai tous créés, je vais tous les free et on va voir où est-ce qu'ils se retrouvent. Donc for in i égale 0, i inférieur à 8, i++, on va free tout le monde. Free de table de i. Ok. Donc là, est-ce que j'ai fait des bêtises? Il me manque un point virgule. Ça a l'air pas trop mal, on va voir si ça plante pas. GCC-O, je sais plus comment il s'appelle. Donc, ok. Donc, si je lance ma heap, ça plante pas, nickel, on va pouvoir le lancer dans GDB. Alors GDB, ceux qui n'ont jamais vu, c'est un super truc pour débugger en Linux. Ça a plein de fonctionnalités, ça a plein d'add-ons. Je commence à utiliser PwnDBG parce que tous ceux qui font des exploits heap, ils me disent que c'est vachement bien, mais pour l'instant, je suis quand même plus à l'aise sur Jeff. Donc peut-être que je repasserai sur Jeff tout à l'heure. Et pour l'instant, on va essayer avec PwnDBG. Je vais disas mon main et je vais me mettre tout à la fin de mon main, comme ça le programme n'est pas fini, mais tous mes chunks seront free. Donc je vais me mettre en plus 128, je lance mon programme, j'ai mon breakpoint, et donc PwnDBG il est sympa parce qu'il nous donne plein de commandes pour pouvoir interagir avec la heap. Et on va notamment avoir la commande beans qui va nous permettre de regarder un peu tout ce qu'on a dans nos poubelles. Donc là, ce qu'on voit qu'on a dans nos poubelles, on a dans le Tcache, en taille 0x30, il nous dit qu'on a 7 chunks. Donc, en plus, il nous montre quels sont tous les chunks, dans quel sens ils sont chaînés, bon voilà, tout ça, plein de trucs. Donc, dans notre Tcache beans, on a 7, et on voit qu'en fastbin, pareil, en taille 0x30, on en a 1. Donc, on retrouve bien nos 8 chunks. On voit qu'on a bien 7 chunks en Tcache, et le 8e chunk, il est plus petit que 0x80, donc il s'est retrouvé en fastbin. Le premier truc qui est intéressant, c'est que moi, dans mon malloc, j'ai fait un malloc de 0x20. Pourtant, je me retrouve avec des chunks de 0x30. Alors ça, c'est parce que, comme je l'ai montré tout à l'heure, en plus de ce que demande l'utilisateur, la libc, elle a besoin de 2 trucs de métadonnées. Là, en plus, en 64 bits, c'est des longues, donc il va nous rajouter 0x10 à chaque fois. Et du coup, on va pouvoir regarder un peu comment tout ça, ça fonctionne. Donc, pour regarder l'aréna, je crois qu'il y a directement
la truc arena, bon, c'est un peu moche, mais du coup, là, on a la structure arena. La structure arena, c'est une grande structure qui est stockée, dans la libc et du coup, c'est la libc qui la gère. Dedans, on va retrouver tous les trucs, dont j'ai parlé qui vont nous intéresser. On a notre tableau vers les, fast beans, on a notre top pointer et on a plein d'autres trucs, mais là, on va pas les regarder parce que c'est assez moche et j'en ai pas beaucoup parlé. Le reste, ça nous intéresse pas. Donc on a, notre tableau de fast bean. On voit bien qu'à une des entrées, on a un chunk et on peut aller regarder un peu qu'est-ce que c'est que ce chunk. Alors je crois qu'il y a une commande pour, voir le contenu d'un chunk, mais je la connais pas par cœur. Est-ce qu'il me la dirait sur help? Non, il me la dit pas sur help. C'est VM je sais plus quoi. Non. Visualiser. Ah tiens, gagné. Vis heap chunk, ah, pof. Donc là, j'affiche le contenu de mon chunk entier. Donc ça, c'est tout mon chunk et on voit que c'est le chunk, qui est en fast bin. Pour rappel, on n'en a qu'un seul qui est en fast bin. Là, on retrouve le contenu de mon chunk. Bon, là, comme dans mon programme, j'avais rien écrit dedans, on a des zéros. Au tout début, on retrouve, un pointeur. Oui, j'ai pas expliqué ce que c'était que ce pointeur. Ça c'est, normal, enfin, comme on n'a qu'un seul truc en face bin, normalement ça serait un 0, mais là, comme on a des, protections supplémentaires sur les libc récentes, c'est plus 0. C'est du safe linking pour ceux qui en ont entendu parler. Juste avant ça, on a la taille de notre, chunk. On voit quand même qu'il y a des trucs bizarres. Bon ça pareil, j'en ai pas parlé, mais, la taille, la taille, on a un pointeur, enfin un chunk de TaserX 30, mais on a quand même quelques trucs qui sont stockés à l'intérieur, donc on voit que la taille, elle peut être modifiée. Donc ça, c'est la vision d'un chunk, et du coup, on va pouvoir regarder un chunk qui est dans une liste chaînée, ça va peut-être être plus simple à voir. Si je reprends mes chunks, là, je vais pouvoir visualiser celui-là. Donc ça, mes chunks, c'est... Merde. Si? C'est quoi ce truc-là? Ouh là, c'est pas beau. Bon, je vais pas faire comme ça. Je vais faire en x/10 gx. Voilà. Bon, il n'y a pas les couleurs, mais bon. Ah! Non, pardon. C'est parce que il faut que j'enlève. Hop. Voilà, ok. Ah, tac. Non. Oh, super. Je l'ai viré? Je l'ai viré. Bon. Désolé, contretemps. On va aller dans Download, exercice heap, et si je vais dans TMP, on relance un GDB, on va se replacer à la fin du main. Et j'ai j'ai ma heap. Donc, là, pour rappel, je regarde le contenu d'un chunk. Donc, je devrais retrouver tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si je fais pas de bêtises. Donc ça, c'est le contenu d'un chunk. Toujours pareil, on a la taille du chunk, et là, on a un pointeur vers le prochain chunk. Donc, on va pouvoir aller regarder ce chunk-là. Hop. Je récupère. Ah putain, mais il est safe link, je suis con. Ah, j'ai pas pris l'exemple le plus simple. Je sais pas si ça a été plus clair ce truc-là, mais du coup, là, on a la vision de nos poubelles, où du coup, le pointeur vers le premier chunk, tout ça, c'est stocké dans l'arena, donc dans la structure qui est dans la libc. Et ensuite, toute la chaîne, elle est faite de chunk en chunk. Donc tout ça, c'est que des morceaux de heap qui se pointent, les uns vers les autres, parce que du coup, là, ils sont tous de même taille et ils sont tous libres, donc ils se pointent les uns vers les autres. Bon, je sais pas si j'ai été plus clair avec mon exemple, mais, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Et je pense que s'il y a pas d'autres questions, on peut faire une pause et on verra les exploitations après. Je pense que ça va libérer pas mal de trucs, ça permet de comprendre des choses, les exploitations normalement. OK, donc maintenant qu'on a vu un peu comment ça fonctionnait dans les grandes lignes, on va pouvoir utiliser ces grandes lignes pour pouvoir faire certains types d'attaques. Déjà au niveau de la HIP, on va avoir, 3 grands types de vulnérabilités. Le premier type de vulnérabilité qui est hyper facile à comprendre et qui est hyper basique, c'est le heap overflow. Le programmeur, il autorise à l'utilisateur d'écrire, au-delà du chunk et du coup, on va pouvoir écrire, les métadonnées qu'il y a sur les chunks d'après. Ça, on va pas en faire aujourd'hui parce que c'est pas facile à utiliser et ça sera réservé pour un prochain talk, pourquoi pas, mais du coup, on va pas en voir. Par contre, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être du use after free, où le principe du use after free, c'est je demande un bloc, je le free, mais je garde le pointeur, et du coup, comme j'ai gardé le pointeur, et ben, je vais pouvoir écrire à l'intérieur, notamment les métadonnées qu'on a vues tout à l'heure. Le troisième type d'attaque, ça va être le double free. Ça veut dire qu'on free un bloc et on refree le même bloc. Alors, la HIP, elle essaye de se protéger contre ça, on n'a pas le droit de faire ça dans certains cas, mais si on se débrouille bien, on a possibilité de free 2 fois le même bloc. Et donc là, quand, il se passe ça, le bloc va se retrouver 2 fois dans notre liste chaînée et donc on va se retrouver, on va pouvoir faire des trucs avec ça. Donc je vais détailler un peu plus, ces 3 types d'attaques et puis après on regardera en fonction du temps qu'on a et du niveau de Doliprane qui nous reste, du T-Cache poisoning et j'avais mis fast bin dump mais non on va pas faire ça. Juste T-Cache poisoning, ça sera déjà pas mal. Parce que j'ai pas eu le temps de le préparer, hein, c'est pas parce que c'est vous qui pouvez pas suivre. Donc comme je le disais, bon, Heap Overflow, c'est le truc le plus basique. Pour ceux qui ont vu mes slides sur le Stack Overflow, ça ressemble beaucoup à ça, où on écrit n'importe où, n'importe quoi. Par contre, si on n'écrit pas n'importe où et pas, n'importe quoi, on a possibilité de, faire ce qui nous arrange, notamment modifier le chunk pour qu'on fasse des trucs sympas. Bon, comme je l'ai dit, on va pas voir ça aujourd'hui, mais c'est juste pour vous donner une idée de, comment on peut, mal programmer et qu'est-ce qui peut se passer si on écrit après un chunk. Le use after free, alors je sais plus si j'ai mis ouais c'est ça. Le use after free, donc là on a un exemple, on a une mémoire dans laquelle on a 2 chunks et pour l'instant ces 2 chunks ils sont utilisés. On a la struct arena et pour l'instant on n'a rien dans les poubelles. On n'a plus besoin du chunk 1 donc on va, faire un free dessus. Donc comme on a fait un free dessus, il va se retrouver dans une poubelle. Là, pour ceux qui ont suivi, il va se retrouver dans le T-cache, mais j'ai pas réussi à faire une flèche qui allait jusqu'au T-cache. Donc notre chunk, il est dans notre poubelle. Comme c'est le seul chunk qui est dans notre poubelle, le pointeur FD, il y a nul à l'intérieur. Si maintenant je free, le chunk 2, bah, du coup le chunk 2, il va se retrouver dans notre liste chaînée. Donc on a le chunk 1, le chunk 2. Si maintenant je free encore le chunk 1, eh bien mon chunk 1 il va se retrouver, enfin le chunk 2 il va pointer vers le chunk 1 et du coup quand on va faire nos mallocs derrière, on va, récupérer le chunk 1, au deuxième malloc on va récupérer le chunk 2, au troisième malloc on va récupérer le chunk 1. Donc ça va nous permettre d'avoir 2 pointeurs vers le même endroit en mémoire et donc par la suite ça va nous permettre de faire du use after free, et je me rends compte que là effectivement dans mes slides il y a un problème, j'ai sauté le use after free. Parce que du coup, le use after free, ça va se passer, alors sur quel slide j'explique ça? On va se mettre là-dessus. Le use after free, j'ai mon chunk 1 qui est free, donc il a un pointeur FD et si j'ai gardé,
si j'ai gardé le pointeur vers le chunk 1, j'ai possibilité d'écrire dans la user data et comme j'ai parlé tout à l'heure, le fd, il fait partie de la user data, donc je vais pouvoir écrire dedans. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire dedans? Bah là, justement, on va pouvoir se poser la question. Si je sais où est-ce que se trouve la lib-c, et bah, pourquoi pas écrire un pointeur, vers la lib-c? Donc, au hasard, par exemple, je pourrais écrire vers, qu'est-ce qui est le plus simple à expliquer? Vers la structure qui gère les, mince. Qu'est-ce qui est le plus ah bah tiens, la structure Arena, tiens. Si je sais où est-ce que se trouve la lib-c en mémoire, je peux remplacer ce fd-là par la structure Arena, ce qui veut dire que, par la suite, quand je vais faire un malloc, le premier malloc, je récupère le chunk 1 et le deuxième malloc, je récupère un pointeur vers la structure Arena. Ce qui veut dire que par la suite, quand je vais écrire dans le deuxième endroit où j'ai fait mon malloc, je vais écrire par-dessus la structure Arena. Bon là, je me rends compte que j'ai pas fait des slides, je sais pas si c'est hyper clair. Mais du coup, on va pouvoir voir ça en pratique et normalement, j'ai prévu 2-3 trucs. J'ai prévu du double free, je pense que c'est le plus simple pour commencer. Donc là, on a un code en C. Notre code en C, il fait 3 malloc à la suite, il fait 3 free à la suite et on voit qu'il free A, il free B, il free A. Donc ça veut dire que dans notre poubelle, à ce moment-là, on a le chunk A qui pointe vers le chunk B, qui pointe vers le chunk A. Donc là, ça veut dire que si on refait des mallocs, on va récupérer tous ces chunks-là, et donc normalement, à cet endroit-là, A est égal à C. On va pouvoir vérifier ça en pratique. Si je vais dans mon double free, que je fais un gcc, comment je les ai appelés mes trucs? Je les ai appelés double free 1 et double free 1.c. Nickel. Trouvé. OK. Donc là, ça a compilé. Et donc si je le lance, avec un peu de chance, dans mon printf, A est égal à C. Pas de chance, là ça marche pas. Alors là, pourquoi ça marche pas? Parce que, les développeurs de la libc, ils ont quand même essayé de résoudre ces problèmes-là, et là, notamment, du double free, c'est pas possible à faire en tcache. Quand on free un chunk et que ce chunk-là est destiné à aller dans le tcache, comme il y a pas grand-chose dans le tcache, la libc, elle prend le temps de vérifier s'il est pas déjà en tcache. Mais ça veut dire que, ça fonctionnerait en fast bin. Donc maintenant, j'ai un deuxième script où l'objectif, ça va être de remplir le tcache pour ensuite aller taper dans la fast bin. Donc là, ce que je fais, c'est que j'alloue 7 blocs, donc pour pouvoir juste après remplir le tcache. Ensuite, j'alloue mes 3 blocs qui m'intéressent. Je free mes 7 blocs, comme ça, juste après, mon tcache il est rempli. Et donc ça veut dire que ces 3 blocs-là, quand ils sont free, ils vont tous aller en fast bin. Et dans la fast bin, il n'y a pas de check, donc on va pouvoir faire notre double free. Donc là, normalement, on va bien avoir ça. Pour confirmer ça, on va essayer de récupérer, de vider la fast bin. Le problème, c'est que quand on appelle malloc, le premier truc qu'il nous redonne, c'est ce qu'il y a dans le tcache, donc il faut qu'on vide le tcache et ensuite on va pouvoir récupérer nos blocs. Et donc, si on compile ça, avec un peu de chance, notre A est égal à notre C. Donc, on va voir ça. df2, df2.c, ça compile, et si je lance tout ça, le A est égal au C. Donc là, on a réussi à mettre la poubelle dans cet état-là, donc ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec 2 pointeurs qui pointent vers la même chose. Donc là, ça peut paraître abstrait, là comme ça, mais c'est quand même une belle faille de sécurité, parce que du coup, ça veut dire que si je free A,
et ben, j'ai toujours C qui pointe vers un chunk qui a été free. Donc je vais pouvoir aller modifier les pointeurs et tout ça et tout ça. Donc ce qu'on peut faire, ça va être d'aller voir avec GDB ce qui, à quoi ça ressemble. Donc on va se lancer dans GDB, df2. On va aller regarder dans le main, où est-ce qu'on pourrait bien se placer. Moi, je me placerais bien, là, à la fin de mes 3 free. Donc ils sont où mes 3 free? Donc là, j'en ai 1, 2, 3, donc je vais me placer là, en plus 180. Break main plus 180. Je lance tout ça et si je regarde dans mes poubelles, j'ai mon Tcache qui est plein, normal, j'ai fait en sorte qu'il soit plein et si je regarde dans ma phase bin, j'ai le 93-70 qui pointe, le suivant c'est le 93-90 et le suivant c'est le 93-70. Donc là effectivement, on a réussi à faire un double free, on l'a 2 fois en poubelle. Et donc ça, sur l'ellipse moderne, ça ne marche que dans le fast bin. Parce que là du coup, j'ai 0 protection désactivée. Je suis sur mon PC qui, je pense, a la dernière ellipse, je peux vérifier. LDD version. Je suis en glibc 2.36. Alors il y a peut-être la 2.37 qui est sortie, je sais plus, mais en tout cas c'est une glibc hyper récente et du coup on a quand même possibilité d'avoir des failles comme ça, de faire en sorte d'avoir des failles comme ça. Donc ça c'était pour le double free. Mis à part le double free, on a parlé du use after free. Donc là pareil, j'ai mis un exemple qui pourrait être un challenge de CTF. Donc on va essayer de décortiquer un peu tout ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc là on voit qu'on a un menu, on a possibilité de choisir parmi plusieurs options et en fonction de l'option, on va avoir des actions correspondantes. Bon, là j'ai pas été méchant, le description du menu est exactement ce qui se passe derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai possibilité de, créer la fonction gagner. Bon, c'est pas hyper clair mon truc, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait un malloc de la taille fonction, et où est-ce qu'est ma fonction? Ma structure fonction, c'est juste un pointeur. Donc quand je crée la fonction gagner, il m'alloue un bloc en mémoire d'une taille d'un pointeur. J'ai aussi possibilité de créer la fonction perdue. Donc là, on regarde ce qu'il fait, il nous fait un malloc avec la taille de ma structure fonction. Ah, bah tiens, là, c'est la même structure, donc c'est la même taille. Donc là, on va se retrouver avec des chunks de même taille. On a possibilité de supprimer la fonction gagnée, supprimer la fonction perdue, et d'appeler les fonctions gagnées et perdues. Donc, nous, notre objectif, c'est d'appeler la fonction gagnée. On va commencer par regarder ça. Appeler la fonction gagnée, ça correspond au choix 4. Et donc, si on va dans le choix 4, on voit que il peut rien se passer de bon, on n'appellera jamais la fonction gagnée. Parce que là, on nous laisse pas le choix, on n'a pas la possibilité de le faire. Parce qu'on voit en plus que pour la fonction perdue, si le pointeur existe, on appelle bien la fonction. Bon. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on trouve un moyen de contourner ce truc-là pour pouvoir quand même appeler notre fonction gagnée pour gagner. Donc, dans des CTF, on verrait plutôt une fonction qui lance un shell, mais bon. Là, j'ai fait ça vite fait cet après-midi. Là, ce qu'on peut voir qui est intéressant quand même, c'est que pour les cas 2 et 3, on fait des free, mais par contre, nos pointeurs gagnés et perdus ne sont pas remis à 0. Donc là, ça veut dire que j'ai possibilité d'appeler free sur gagner, et ensuite je peux appeler la fonction 4 et je vais passer ce check. Pourtant, gagner a été free. Donc normalement, le chunk n'est pas censé être utilisé. Donc là, je ne sais pas si ceux qui n'ont jamais fait de heap voient un peu le truc. Mais du coup, on va avoir la possibilité de créer la fonction perdue, la free,
créer la fonction gagner par-dessus. Donc ça veut dire que, perdu et gagné vont pointer vers la même chose. Sauf que du coup, quand on va créer la fonction gagner, on va mettre à jour, l'intérieur de notre chunk avec le pointeur de fonction vers gagner. Donc si, suite à ça, on appelle le cas 5, on va appeler, la fonction qui est dans notre chunk et qui a été remplacée par gagner. Donc je vais je pourrais faire des schémas s'il y a besoin de schémas pour que ce soit plus clair, mais du coup, si tout le monde a compris, on peut aller essayer de faire ça par nous-mêmes. Donc use after free, je gcc -o, ah non pas write-up, comment il s'appelle? Use after free de useafterfree.c. Donc si je le lance, si je suis ce que j'ai dit tout à l'heure, je crée un chunk, perdu. Donc là, c'est 1. Ensuite, je supprime mon chunk. Donc supprimer perdu, c'est 3. Ensuite, je crée mon chunk gagné. Donc là, c'est 0. Et donc là, à partir de là, j'ai mon pointeur gagné et perdu qui pointe vers le même chunk. Et ce chunk-là, à l'intérieur, il a un pointeur vers la fonction gagner. Donc ça veut dire que si maintenant j'appelle la fonction qui est à l'intérieur de perdu, et ben c'est gagné. Il y a beaucoup de gagnés et perdus, je ne sais pas si c'est hyper clair. Vous pouvez me donner un retour? Crois avoir compris, mais c'est Moi, j'ai rien compris. une hypothèse. Et bah, ce que je peux faire, c'est est-ce que mes pointeurs, ils sont en variable globale? Ils sont pas en variable globale. Je vais les mettre en variable globale et ça va être plus clair. Hop. Donc là, si j'ai pas fait trop de la merde, j'ai moyen de GCC. Et normalement, si je le lance dans GDB, j'ai les symboles. Est-ce que j'ai gagné? Comment elle s'appelle? Gagné. Ok, c'est ça. Donc là, je vais refaire la même chose. Donc, je refais le même truc que tout à l'heure. Je crée perdu, je supprime perdu et je crée gagné. Donc là, si je vais voir, au niveau de mes chunks, j'en ai qu'un seul, qui est ce chunk-là. Et à l'intérieur, normalement, j'ai mon pointeur de fonction. Ça, c'est mon chunk que je crée en 0 ou 1. C'est ma structure fonction. À l'intérieur, j'ai un pointeur de fonction. Donc là, si on regarde quel pointeur de fonction j'ai à l'intérieur de ça, nickel. Il est où mon truc? Il est en plus 10? Ouais, il est là. Ah ouais, mais j'ai PIE en plus. Je vais virer PIE, il va me faire chier sinon. GCC, tac, moins no PIE, voilà. GDB, je relance mon truc, je crée perdu, je supprime perdu, je crée gagné. Ok. Donc, là, dans mes chunks, j'en ai toujours qu'un seul et à l'intérieur, normalement, c'est un pointeur vers gagner parce que le dernier truc que j'ai fait, c'était de créer gagner. Et là, ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que mes 2 variables gagné et perdu, elles pointent vers la même chose. Donc là, gagné et perdu, je vais pouvoir les afficher parce qu'ils sont en variable globale. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait du GDB. Gagné. Ah, dégage. X/X. Hop. Quoi? Voilà. Attends. Est-ce que je suis en train de m'embrouiller tout seul? C'est pas impossible. Ouais, c'est ça. Alors, toc 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 et perdu.
Ouais, c'est ça. Je pense que je vais faire un schéma. C'est ce qui va être le plus simple. Je vais faire ça, je vais dupliquer mon truc, hop et on va essayer de suivre étape par étape ce qui s'est passé sur notre use after free. Hop, donc je vais me faire comme ça et donc là, j'ai 2 variables. J'ai ma variable gagnée, j'ai ma variable perdue et là, j'ai toute ma mémoire. Hop, voilà. Tac. Hop et ça j'ai pas besoin de toi. Voilà. Au début, je vais même faire ça, tiens. Ça va être encore mieux et je récupère du texte. Function gagnée. Perdu. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au tout début, je crée, ma structure, perdue. Donc ça veut dire que je mets à l'intérieur de mon pointeur perdu, un chunk. Donc là, on va mettre ma flèche rouge, élément, hop, on la met en rouge, c'est plus visible, voilà. Donc là, on a perdu qui pointe vers mon chunk et mon chunk, il pointe vers la fonction perdue. OK. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, ce que j'ai appelé supprimer perdu. Donc, concrètement, ça a fait un free de mon chunk. Donc là, ça veut dire que mon chunk, il est devenu, il est, mis dans une poubelle et donc il est disponible pour le prochain malloc. Hop, et donc ça veut dire que là, le pointeur, il n'existe plus. Mais par contre, on a vu dans le code que perdu, il est pas remis à 0. Donc perdu, c'est toujours un pointeur qui pointe vers cet endroit-là en mémoire. Ce que j'ai fait ensuite, c'est de créer gagné. Donc, quand je crée gagné, je fais un malloc, et là, bingo, quand je fais un malloc, je récupère ce chunk-là. Parce que ce chunk-là, il est en Tcache, il est de la même taille que ce que je demande, et du coup, je vais pouvoir, gagner va maintenant pointer vers ce chunk-là. Donc, raté, comme ça. Donc là, gagné pointe vers ce chunk-là, et quand j'ai créé mon gagné, j'ai mis à l'intérieur le pointeur vers la fonction gagné. D'ailleurs, je vois que... Merde, là c'est pas bon. Voilà. Donc là, je me suis retrouvé avec mes 2 pointeurs gagné et perdu qui pointent vers le même chunk. Sauf que du coup, à l'intérieur de mon chunk, j'ai mon pointeur de fonction vers ma fonction gagné. Donc là, ça veut dire que j'utilise, si j'appelle la fonction à l'intérieur de perdu ou si j'appelle la fonction à l'intérieur de gagné, je vais appeler la fonction gagné. Sauf qu'on a vu dans le code que j'ai pas le droit d'appeler la fonction qui est à l'intérieur de gagné, mais j'ai le droit d'appeler la fonction qui est à l'intérieur de perdu, donc je vais quand même réussir à appeler cette fonction gagné. Donc je pense que là, comme ça, avec des schémas, c'était un peu plus compréhensible. Est-ce que c'est le cas, déjà? Oui, tout à fait. Juste une petite OK. question. Ouais. J'ai pas compris comment t'as fait pour que ça pointe du perdu sur le gagné en fait. Comment t'as changé ça dans la mémoire? J'ai pas. Que ce chunk-là, il Ouais, pointe de perdu vers gagné? ouais, ouais, ouais. Ouais, en fait, c'est dans le code. C'est vrai que je l'ai pas montré dans le code. Dans le code, quand je crée mon chunk, donc je fais mon malloc, et à l'intérieur, je mets à jour mon pointeur de fonction. Donc quand je crée gagné, je mets mon pointeur de fonction vers la fonction gagné. Quand je crée mon truc perdu, je mets mon pointeur de fonction vers la fonction perdue. Ok, d'accord. Merci. OK, et du coup, sur le temps qui nous reste, je vais vous montrer, comment est-ce que, à partir de ces failles-là, on va réussir à, récupérer un shell. Ce qui est quand même le truc, le saint graal quand on fait du pawn.
Donc pour ça, je vais utiliser une technique qui s'appelle le T-cache poisoning, qu'on a parlé un tout petit peu jusqu'à présent et qui est hyper utilisée en CTF. Grâce au T-cache poisoning, il y a des points à se faire sur Woodme. Alors, l'idée du T-cache poisoning, ça va être de modifier un pointeur dans la T-cache bin. Donc T-cache bin, ça y est, on est tous hyper à l'aise sur comment elle fonctionne, et du coup les pointeurs à l'intérieur, on va commencer à pouvoir les modifier. Donc là, on a un exemple, j'ai 3 chunks, je free les 2 premiers, donc comme j'en free que 2, les 2 ils vont se retrouver en T-cache. Et c'est là que vient la vulnérabilité, on suppose que j'ai un use after free. Donc là, ça va être ça, j'ai un use after free, j'ai possibilité de modifier ce que j'ai à l'intérieur de A. Donc là, voilà, comme on en a parlé, je peux faire plusieurs trucs. Là, pour vous montrer le principe, à l'intérieur de A, je vais mettre un pointeur vers une variable globale. Comme ça, je vais pouvoir ensuite modifier cette variable globale. Donc là, ça veut dire que à ce moment-là, au niveau de mon T-cache, je vais avoir A, et juste après, je vais avoir check. Parce que du coup, j'ai réussi à modifier le champ FD de mon chunk A. Donc ça veut dire que là, quand je fais mon premier malloc, mon B, il va pointer vers le premier chunk là, qui s'appelle A. Bon. Mes noms sont pas super, mais c'est pas grave. Mais ça veut dire que à partir de là, dans mon T-cache, le prochain truc qui va sortir quand je vais appeler un malloc, ça va être l'adresse de check. Donc ça veut dire que à partir de là, je fais un malloc, donc A pointe vers check. Donc ça veut dire que si maintenant j'écris dans A, je vais en réalité écrire dans check. Donc là, c'est ce que je fais. J'écris dans A, j'écris Coffee Babe là, pour pouvoir passer le check à la fin. Parce que du coup, check est mis à 0 au début, et on vérifie s'il est à Coffee Babe, et on a gagné s'il est à Coffee Babe. Donc si tout va bien, ça devrait se faire. Je sais plus dans quel dossier je me suis mis ça, c'est du T-cache poisoning. C'est ça, il a déjà été compilé, mais on va le recompiler. Chal de chal.c. Est-ce qu'il faut que j'enlève PIE? Dans le doute, on va l'enlever quand même, hein. Et donc si je lance chal, j'ai gagné. Donc là, c'est bon, tout va bien. Et pour montrer que c'est pas de la triche, là, je vais remettre à 0. Et donc, si je le modifie pas, normalement, j'ai perdu. Je fais un GCC, je relance mon challenge. Là, j'ai perdu. Donc là, cette technique-là, c'est ce qu'on appelle du T-cache poisoning, parce qu'on a modifié la chaîne dans le T-cache pour pouvoir aller écrire à peu près n'importe où en mémoire. Et donc ça va être intéressant, parce que écrire à peu près n'importe où en mémoire, on va pouvoir écrire dans des endroits qui vont nous permettre d'exécuter du code. Ce qu'on aime bien faire quand on a possibilité d'écrire n'importe où en mémoire, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des hooks. Ça c'est pareil, c'est une slide qu'il faudra que je rajoute parce que je l'avais en tête et je ne l'ai pas faite. Là par exemple, au moment de faire ma vulnérabilité, je vais pouvoir mettre un pointeur vers quelque part dans la libc qui s'appelle le free hook. Et le free hook, par défaut, il est à 0, et quand il n'est pas à 0, c'est un truc qui est appelé juste avant d'appeler la fonction free. Et donc, comme on a possibilité d'écrire n'importe quoi où on veut, et cette fonction qui est exécutée avant free, on a possibilité de mettre la fonction système,
et donc on a possibilité d'exécuter la fonction système à la prochaine fois qu'on fait un free. Et donc pour illustrer ça, on va finir avec ça. Un grand classique des tchals de CTF, ça va être ça. Donc là, j'ai possibilité de créer un bloc, supprimer un bloc, voir un bloc, modifier un bloc. Donc un grand classique de CTF. Si on va voir au moment de la suppression de bloc, j'ai un free, mais le pointeur est pas remis à 0, donc je vais pouvoir modifier le champ FD. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est créer plusieurs chunks, les free pour qu'ils soient en Tcache, modifier le pointeur FD pour qu'il pointe vers quelque part en libc, et du coup, à cet endroit en libc, placer un hook du truc système. Alors, c'est là, je vais demander votre avis au niveau du niveau de fatigue. Est-ce que je pars de 0 et je montre comment on exploite un truc comme ça, ou est-ce que je montre la solution et je détaille mon truc? Bah écoute, je pense que tu peux partir de 0, non? Ouais, bah, moi ça me va. Eh bah, très bien, on va faire ça. Hem, alors la seule contrainte, qu'on va avoir pour faire ça, c'est qu'il nous faut le Tcache, qui est pas présent dans toutes les versions de libc, et comme on va utiliser le free hook, il faut qu'on ait le free hook aussi. C'est pareil, il est pas disponible dans toutes les versions de libc. Donc si vous voulez, je vous refilerai tout le code, et pour le compiler, moi ce que j'avais fait, c'était que je m'étais lancé un Docker avec un Ubuntu 20.04, et dedans on a une version de libc qui convient bien, mais pareil, je pourrais redire et redonner si besoin. Donc, si je vais dans mon challenge, on regarde, j'ai mon challenge qui est là, qui a été compilé, et j'ai récupéré la libc avec lequel il a été compilé, parce que quand on fait du heap, il faut avoir la libc avec lequel ça a été compilé. Ok, alors je sais plus par où je commence. Je vais commencer par là. Je vais faire un pawn template, tac, et on va faire un exploit 2, comme ça on va partir de 0. Donc là, on est parti sur du Pawn Tools. Ceux qui n'ont jamais fait de Pawn Tools, je vais pas pouvoir partir de 0, mais normalement, c'est pas très compliqué à comprendre. Ça se suit assez bien. Hop, on va tout fermer, exploit 2. Donc là, la première chose qu'on va avoir besoin de faire, ça va être de se faire des fonctions pour pouvoir interagir avec le binaire plus facilement. Donc là, je vais tricher, je vais reprendre celle que j'avais déjà faite pour vous éviter du code pénible. Hop, et je vais juste les montrer. Donc j'ai la fonction, je vais mettre le code à côté. Est-ce que c'est... Ouais, c'est pas trop mal. Donc j'ai la fonction create. Ma fonction create, elle envoie un 0, parce qu'il faut 0 pour create un bloc. Quand on crée un bloc, on nous demande à quel index on veut le mettre. Donc là, après l'index, je lui donne l'index qui est passé en paramètre. Pour le delete, c'est globalement la même chose, hein, 1 est l'index qu'on veut delete. Pour display, c'est la même chose, 2 l'index. Le seul truc qui change un peu, c'est pour modify, où du coup avec modify, on va pouvoir écrire à l'intérieur d'un chunk. Donc pareil, on a l'index, et ensuite on envoie la data. Si on regarde au niveau du code source, il nous demande l'index, et ensuite il nous fait un read pour pouvoir écrire à l'intérieur de notre bloc. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va commencer à pouvoir interagir avec notre binaire. Moi, dans ces cas-là, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de créer quelques blocs. Là, on va s'en créer 3. Hop, 2. Tac, tac, tac. Donc, j'ai 3 blocs, et je vais tous les delete, et comme ça, on va regarder s'ils sont bien tous en Tcache, parce que là, c'est le Tcache que je veux essayer d'exploiter. Donc, delete le 1, et on delete le 3.
Comme c'est du Pawn Tools, il faut aussi que je mette en place mon GDB. Je connais plus la commande par cœur, mais comme je l'ai mise ici, hop, bon ça c'est que du GDB, du Pawn Tools, voilà. Donc là ce que je vais faire, alors il y a une erreur. Ouais, effectivement. Alors là je pense que j'ai un beau segfault parce que, comme j'ai fait mon programme vite fait cet après-midi, j'ai fait aucun check, donc j'aurais eu un beau segfault. Merci. Effectivement, merci. Donc là ce que je fais, je crée 3 chunks et je free ces 3 chunks. Donc normalement, ils vont tous les 3 se retrouver en Tcache. On va vérifier notre théorie avec un Python exploit et on va le lancer dans GDB. Ouais. Alors par contre le GDB est tout petit. Je vais mettre un breakpoint à la fin de la fonction pour pouvoir voir ce qui s'est passé. Donc pouce 77 et je merde. Ah oui, non effectivement. C'est pas exploit, c'est exploit 2. Dégage! Voilà. Exploit 2. Exploit, je l'ai fait tout à l'heure, il fonctionne. L'objectif, c'est qu'on y arrive. Donc, je disas mon main et je vais rajouter mon breakpoint à chaque fois parce que ça va me saouler de le faire à chaque fois sinon. Donc, breakpoint, mon main, hop, et on relance. Bon. Voilà. Ok, et donc, là, on a créé nos 3 chunks, on a delete nos 3 chunks, donc on va vérifier que tout ça est bien en Tcache. Ça, on a la petite commande bin. Pas du tout. Est-ce que c'est que le programme s'est pas lancé? On va vérifier. Ouais, c'est ça, le programme s'était pas lancé. Non? J'ai fait n'importe quoi? C'est pas impossible. Ah! Ou j'ai pas mis le breakpoint au bon endroit. Ça, c'est faisable aussi. This main en breakpoint. Ah oui, effectivement. Il est où le retour de ma fonction? Oh! J'ai pas un ret quelque part? Ça va être chiant ça. Ah ou c'est pas main, attends, j'ai fait n'importe quoi. Ah oui, c'est ça, OK. Dans mon code source, où est-ce que je peux me foutre pour que ce soit pas trop chiant? C'est une bonne question ça. Heu, et bah, je vais me mettre dans menu. Ouais, c'est peut-être ce qui est le moins chiant. Hop. On va se mettre dans menu. OK. Donc on est reparti. Donc j'ai mis mon breakpoint dans menu, donc il va falloir que je fasse plusieurs, que je relance plusieurs fois le truc. Donc là, au premier breakpoint, on n'a rien créé. Comme ça, on va même pouvoir le faire, pas à pas. Donc, deuxième breakpoint, normalement, j'ai créé un seul chunk. Donc, j'ai rien en poubelle, c'est normal. Et au niveau de mes chunks, j'en ai qu'un seul de taille 0x31. Normal, j'en ai créé qu'un seul pour l'instant. Normalement, j'ai créé un deuxième chunk. Donc, si on regarde, j'en ai 2 de 0x31. C'est bon, j'en ai créé 2. Je crée le troisième, on va vérifier, j'en ai bien 3. Là, on est bon. Ensuite, j'en supprime un. Donc là, normalement, dans mes poubelles, j'en ai un seul. Donc là, c'est bon, il est bien en Tcache, il est bien en 0x30, donc là, nickel. J'en supprime un deuxième, donc pareil, il doit être en Tcache, on a bien nos 2 chunks en Tcache, ça c'est nickel. J'en fais un troisième, et pareil, normalement, on a nos 3 chunks en Tcache. Nickel. Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser notre useAfterFree pour pouvoir modifier le Tcache. Donc, on va faire ça. J'ai créé 3 chunks, j'en ai supprimé 3, je vais même avoir besoin que d'en supprimer 2, ça sera suffisant. Bon, je vais, quand on aime bien en laisser un en suspens, ça évite les consolidations. Là, en l'occurrence, avec le Tcache, je pense pas qu'il y aurait de consolidation, mais par habitude, souvent on en laisse un. Donc, je vais refaire des petits schémas. Là, on est en Python. Dans mon Tcache, j'ai mon chunk 2, mon chunk 1 qui est au début de mon Tcache et qui pointe ensuite vers mon chunk 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais
utiliser mon useAfterFree afin que mon chunk 1 il pointe vers autre chose. Pour faire mon useAfterFree, j'ai ma super méthode modify, donc on va utiliser ça, modify, l'index c'est 1 et du coup la data c'est le pointeur qu'on souhaite mettre. Donc ce qu'on va utiliser ici, c'est, ce qu'on appelle le free hook, donc que j'ai parlé un tout petit peu tout à l'heure et je vais revenir dessus après. Pour savoir à quelle adresse il est, comme on est dans du Pawn Tools, c'est assez facile. On récupère notre libc, on va voir dans les symboles et dans les symboles, on a un free hook. Hop, voilà, tout simple. Faut quand même que j'ai chargé la libc. Là, je crois pas que je l'ai chargée. Donc faut que je la charge. libc.so.6, OK. Donc, ça veut dire qu'une fois que j'ai fait ça, mon tcache, il a été modifié et on va refaire un petit schéma. Maintenant, j'ai mon chunk 1 qui est censé pointer vers mon free hook. Alors, on n'est jamais trop prudent, on va vérifier que tout s'est bien passé. OK, je relance tout ça. Il faut que j'agrandisse. Donc, le premier breakpoint, il n'y a rien. J'ai créé un chunk, 2 chunks, 3 chunks. Là, j'en ai supprimé un, j'en ai supprimé 2. On va vérifier. J'ai bien 2 chunks en tcache, donc ça veut dire que normalement, le prochain breakpoint, j'ai modifié mon tcache. On va vérifier ça. Hop, là, j'ai bien modifié mon tcache. Là, on voit que c'est plus le même chunk que tout à l'heure. Le problème, c'est que là, cette adresse-là, elle correspond pas à grand-chose. J'ai un problème quelque part. Le problème quelque part, c'est que j'ai pas dit à Pawn Tools à quelle adresse en mémoire est chargée la libc. Et c'est là que vous voyez peut-être le premier problème venir. Si on a la SLR, la libc elle est pas chargée au même endroit à chaque fois, donc il faut récupérer un leak. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, récupérer un leak, ça peut être pas trop compliqué. Bon là en l'occurrence, comme c'est une présentation rapide, c'est une présentation, où on part de 0, on va se faciliter la vie, on va désactiver la SLR, comme ça il y aura pas de souci. Donc, je crois que je l'avais déjà fait, mais par mesure de précaution, je vais le refaire. Je désactive la SLR, je me simplifie la vie. OK. Une fois que j'ai désactivé la SLR, je peux récupérer, l'adresse à laquelle est chargée la libc. Donc, hop. C'est cette adresse-là. Donc, hop, je vais le dire à Pawn Tools, libc.adresse, merde, libc.adresse est égal à ça. OK, et on va pouvoir relancer notre truc et vérifier si tout va bien. Donc, je le ragrandis. Donc, premier breakpoint, j'ai rien. Ensuite, j'ai créé un chunk, 2 chunks, 3 chunks. J'en ai supprimé un, supprimé 2. On va vérifier. J'ai bien 2 chunks en tcache. Prochain chunk, prochain breakpoint, je modifie mon tcache. Est-ce que c'est bien le cas? Ouais, c'est bien le cas. Et là, en plus, ça ressemble drôlement à une adresse de libc. Donc, ça commence à être pas mal. On va quand même avoir un problème, c'est, que, je sais pas pourquoi là, LDD nous fait de la merde et du coup, l'adresse de la libc, c'est pas exactement la bonne. Donc, si on regarde le mapping mémoire dans le processus, je peux récupérer l'adresse de la libc à partir de là. Donc l'adresse de la libc, elle est là. Hop, 7DAB et lui, il m'avait dit quoi? 7DD. Bon, je le mets à jour et ça devrait résoudre notre problème. On est reparti, on a bientôt fini, je vous assure. On relance notre truc. Donc, toujours pareil, là j'ai créé un chunk, 2 chunks, 3 chunks, j'en ai supprimé un, supprimé 2. On va vérifier, on a bien 2 chunks en tcache. Le prochain, j'ai modifié le tcache. Et donc là, en tcache, j'ai toujours une adresse, mais par contre, elle ressemble pas à mon adresse qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
T'as changé, toi? 7D AB. Ok. Et là, 7D AB. Non. Ok. Bon. Bon, là, je vais tricher parce que l'heure se rapproche. 7DC5. Bon, pour une raison inconnue. Ah, tiens, si, c'est pour ça. Je lui ai pas donné le bon truc. My bad. On recommence. Bon. On y arrive. Donc là, j'ai créé un chunk, 2 chunks, 3 chunks. Je supprime un chunk, je supprime 2 chunks. J'ai 2 chunks en Tcache. Le prochain, je modifie le Tcache. Et donc là, on est nickel. Donc en Tcache, j'ai mon premier chunk et mon free hook. Ça veut dire que maintenant, j'ai plus qu'à faire 2 malloc pour pouvoir modifier le free hook. Donc là, si je fais un malloc, allez, on va faire 4, malloc 5. Dans mon malloc 5, j'ai possibilité de modifier free hook. Ouais, mais c'est pas grave. Donc, si je fais mon modify 5, je peux mettre ce que je veux dans free hook. Souvent, ce qu'on aime bien faire, c'est mettre l'adresse de la fonction système. Hop, donc la fonction système. Donc là, il ne nous reste plus qu'une étape, on va juste vérifier si tout va bien. Je relance tout ça. Donc là, j'ai créé un chunk, 2 chunks, 3 chunks. J'en supprime un, j'en supprime 2. J'ai bien 2 chunks en Tcache. Maintenant, je fais mon Tcache poisoning. Merde, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Name malloc, effectivement, mes noms de fonctions, ils sont plus bons. Ça y est, je commence à fatiguer. On approche de la fin. Bon. Je crée un chunk, 2 chunks, 3 chunks, j'en supprime un, j'en supprime 2, et je fais mon Tcache poisoning. On vérifie, c'est bon. Je crée un chunk, 2 chunks. Donc là, normalement, dans mon 5, j'ai l'adresse de FreeHook. Ici, je réécris par-dessus FreeHook. Ok, et donc si je vais voir FreeHook, hop, là, dans FreeHook, j'ai une adresse. Si je regarde cette adresse-là, normalement, c'est l'adresse de système. C'est l'adresse de système. Donc là, ça veut dire que la prochaine fois que j'ai un free, je vais appeler la fonction système avec en paramètre le chunk à free. Donc là, il me reste plus qu'un seul truc à faire. Je crée un bloc n'importe lequel. À l'intérieur de ce bloc-là, je vais mettre la chaîne de caractères bin/sh. /bin/sh, et ensuite je supprime ce bloc-là. Delete. Parce que du coup, quand je vais supprimer ce bloc-là, ça va faire un free sur le bloc. Comme j'ai un hook sur free, on va appeler le hook. Comme le hook, j'ai mis la fonction système, on va appeler la fonction système. Et comme en paramètre, c'est le chunk, et ben on va faire un système avec ce qu'on a à l'intérieur du chunk. Comme j'ai mis /bin/sh dans mon chunk, bah du coup, je vais normalement récupérer un shell si j'ai pas fait trop de bêtises. On va y aller sans GDB, on prie un coup, et avec un peu de chance, on a récupéré un shell. Donc là, c'est une des techniques qui est hyper réputée pour pouvoir récupérer un shell à partir d'une exploitation heap. Nickel, en plus il est quasiment 30, c'est perfect timing. Alors je sais pas si c'était hyper clair, je peux revenir sur des points parce que je suis un peu plus vite à la fin. Est-ce que qu'il reste du temps de cerveau disponible? Bah, je pense que les 24 qui restent, là, ils sont motivés pour continuer, hein. Ouais, N'hésitez pas à poser vos questions, hein. N'hésitez pas à poser ouais, vos questions. posez vos questions et je pense qu'on sera pas mal parce que ça fait déjà pas mal d'infos et moi je fatigue aussi. Personne a des questions?
Si tu souhaites présenter un autre petit truc, là, 10 minutes ou approfondir certains sujets, vas-y, hein. Moi, j'ai encore un petit quart d'heure, là. Donc, Bah, là, j'ai pas de truc en tête, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je crois, donc non, je pense qu'après je me lancerai dans des gros trucs après, donc non, je pense que on est pas mal là avec 2 heures de pawn, c'est déjà pas mal, je pense. ouais, c'est pas mal. Après, je rappellerai le lien sur ta chaîne Oui. YouTube Oui, c'est qui, peut-être ça qui, que je qui, peux qui fait. redire, c'est que du Ouais, coup, j'essaye de du coup diffuser mes connaissances parce que, du coup le pawn et le reverse, c'est des domaines où c'est difficile de trouver des ressources et où il y en a très, très, très peu en français. Du coup, j'ai quelques vidéos YouTube, sur lesquelles je présente pour l'instant, c'est quasiment que du buffer overflow dans la stack et du coup, ça permet de s'initier à la stack et toujours pareil, l'objectif, c'est je pars de 0 et donc hem, n'importe qui peut commencer avec mes vidéos. Je pense qu'il y en a plusieurs avec qui ont commencé avec, donc vous pourrez témoigner. Et donc, je redonnerai le lien, vers les vidéos et n'hésitez pas à les regarder, me donner des retours et poser des questions si vous en avez.